Alors, on va donner la parole maintenant à tout le Patac. J'avais commandé auprès de Ruben un environnement de méditation, des bougies, un petit peu moins de lumière, une musique de fond, mais ça n'a pas été possible. Donc, tu vas faire 100 et tu vas essayer de nous faire méditer. Ah d'accord, oui, voilà. Tu as mal au dos ? Alors, les amis, on a appris de notre collègue qu'il fallait danser. Il fallait donc, à partir de l'année prochaine, on fera une session de danse. On a déjà commencé hier pour la prévention cardiovasculaire. Et j'espère vous convaincre qu'il faut méditer pour essayer de combattre le fardeau des maladies cardiovasculaires. Et pour faire une bonne séance, si vous êtes prêt à m'accorder 30 minutes de votre temps, avec de l'attention, de la concentration, eh bien en fait je vous offre 30 minutes de méditation parce que c'est les bases de la méditation. Mais pour qu'il y ait une bonne méditation, il faut qu'il n'y ait pas de pollution. Et donc je vais vous demander d'arrêter le timer, s'il vous plaît. Merci. C'est le privilège du dernier orateur, et puis comme je connais le boss, je sais qu'il dira oui, donc ça va. Alors, ma présentation, en fait, son objectif, c'est de vous convaincre sur 3 choses, 3 points fondamentaux. Premièrement, pourquoi vous parlez de méditation ? En fait, c'est la façon peut-être la plus simple de combattre la relation qu'il y a entre le stress et la survenue de maladies cardiovasculaires, une méthode finalement innovante, inoffensive, sans risque et qui a toute sa place durant ce congrès. Donc la première partie de mon exposé, ça va être une partie scientifique, parce que quand on parle de méditation, souvent on est un peu attaqué, on est perçu comme quelqu'un qui fait de la science à côté, des choses un peu ésotériques, New Age, et je veux vraiment vous montrer qu'il y a une science dure derrière les concepts que l'on va partager. Puis je vais vous définir ce que c'est que la méditation, parce qu'en fait, on ne parle pas de méditation, mais des méditations. Il y a plusieurs types de méditation, mais sans rentrer dans le détail, vous donner quelques mots-clés. Et puis, troisièmement, je terminerai mon topo par une analyse scientifique, c'est-à-dire qu'est-ce qui a révolutionné l'utilisation de la méditation dans la gestion des pathologies cardiovasculaires, avec notamment un statement de l'American Heart Association, donc un organisme officiel qui essaie de promouvoir ce type d'approche dans la gestion du risque cardiovasculaire. Donc les choses sont simples. Le stress est un facteur de risque cardiovasculaire. Je parle du stress au sens général, que ce soit la pollution, que ce soit le burn-out, que ce soit les difficultés dans la vie conjugale, que ce soit le stress au travail, le stress environnemental. La méditation, c'est une méthode de gestion du stress, donc CQFD, vous avez compris, c'est logique. Et puis, c'est une méthode innovante, inoffensive, relativement nouvelle. Et puis, il n'y a pas un jour sans que dans les médias, à la télé, à la radio, dans les journaux, il y ait un article sur la méditation, que ce soit dans les revues anglo-saxonnes ou dans les revues françaises. Vous avez tous vu ces marronniers. Chaque année, vous voyez l'Express, Le Point qui refait un article, un dossier sur la méditation. Donc, je crois qu'il faut, pour nous praticiens, nous former et au moins nous informer sur ce qu'il y a derrière ce mot et derrière ce concept. Donc, de manière générale, la relation entre le stress et le risque cardiovasculaire, c'est quelque chose que vous voyez tous les jours. En fait, quand vous voyez des patients hypertendus, on sait qu'il y a un lien entre le stress et la survenue d'une hypertension artérielle, mais dans des situations beaucoup plus dramatiques, la mort subite d'origine cardiaque, son heure de survenue, les circonstances de survenue sont en fait des éléments qui vous renseignent qu'il y a véritablement un lien entre stress et mort subite cardiaque. La mort subite d'origine cardiaque survient en général au petit matin. Le petit matin, c'est la période où vous avez une augmentation des hormones, notamment les catécholamines, le cortisol, qui sont des hormones vasoconstrictrices, qui sont des hormones qui augmentent la pression artérielle, la fréquence cardiaque. Et donc, il y a toujours une association, au moins hormonale, entre stress et survenue d'un événement. Le Takotsubo, vous savez, cette dysfonction ventriculaire gauche aiguë transitoire, c'est véritablement l'exemple caricatural d'un événement cardiovasculaire aigu qui survient dans les suites d'un événement stressant. Et dans la littérature, on vous raconte toujours ces histoires, annonce d'un décès, quelqu'un qui est mis au chômage, mais aussi des stress plus bénins ou des stress médicaux, injection d'adrénaline, survenue d'une infection qui entraîne l'apparition de cette cardiopathie. C'est une véritable insuffisance ventriculaire gauche aiguë avec des coronaires saines et qui régresse et qui est vraiment l'archétype de la relation entre stress et survenue d'une maladie cardiaque. Et puis de manière générale, je suis sûr que vous voyez tous les jours des patients qui vous parlent de burn-out, de difficultés au travail, et on sait que ça fait partie de ce qu'on appelle les facteurs psychosociaux qui sont responsables de maladies cardiovasculaires. Et là, pendant que je suis en train de vous parler,
ma noradrénaline augmente, mon adrénaline augmente, et il y a eu ce travail qui avait été fait où ils avaient étudié les taux de catécholamine chez les gens qui parlent en public. Vous voyez qu'il y a, selon les personnes, une augmentation plus ou moins importante de ces hormones lorsque les gens sont en situation de stress, et ceci fait le lien, finalement, entre le stress au sens général, et il faut rentrer dans le détail quand on parle de stress. Est-ce que c'est du stress au travail? Est-ce que c'est du stress à la maison? Est-ce que c'est un stress financier? Est-ce que c'est un stress environnemental? Les facteurs de risque traditionnels, il y a des milliers de publications entre stress et diabète, stress et dyslipidémie, stress et hypertension, et donc le corollaire qui est la survenue de maladies cardiovasculaires. Donc cet axe-là, il est assez aisément compréhensible. Quand on est dans un environnement stressant, pour des raisons neuroanatomiques, pour des raisons hormonales, il y a genèse de facteurs de risque qui peuvent se compliquer d'événements cardiovasculaires. Mais ceci, en fait, a été même confirmé dans des grandes études. Vous vous rappelez, à un moment, on vous a beaucoup parlé de Interheart, qui est une étude de cas témoins. On a pris des gens qui ont fait un infarctus du myocarde à travers le monde et on les a comparés à des sujets témoins. Ici, 11 000 patients qui ont fait un infarctus du myocarde comparé à 13 000 témoins. Et quand on regarde l'impact des facteurs psychosociaux dans la genèse de la survenue d'un infarctus du myocarde, eh bien on voit qu'il y a une association forte entre ces facteurs de risque psychosociaux et la survenue d'un infarctus du myocarde. Et j'ai bien aimé cette diapositive parce que non seulement c'est vrai dans toutes les parties du monde, mais il y a également eu une analyse en sous-groupe en fonction des ethnies, qui était un petit peu notre fil rouge durant ces 3 journées. Vous voyez que quelle que soit votre ethnie d'appartenance, ce lien est fort, il existe, et il y a une augmentation d'un facteur 2 à 3 entre les gens qui sont exposés à un risque de type psychosocial, de stress, et la survenue d'un infarctus du myocarde. Mais peut-être que la chose la plus intéressante, ce n'est pas cette relation qu'il y a entre stress, facteur de risque et maladie cardiovasculaire, mais c'est l'interrogation qu'on peut se poser sur la relation directe entre le stress et les maladies cardiovasculaires. Et pour cela, en fait, il faut revenir à des diapositives qui vous renseignent sur ce qu'on appelle la neuroanatomie fonctionnelle. En fait, la neuroanatomie fonctionnelle, c'est quelque chose que vous connaissez. Quand vous voyez, par exemple, un patient qui fait un AVC, il y a une relation entre la localisation de l'AVC et les symptômes. Alors, les symptômes les plus évidents, moteurs, sensitifs, mais aussi des symptômes un peu plus complexes, que ce soit la production du langage ou la vision. Et dans ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le stress, le centre du stress, c'est l'amygdale. Vous voyez, c'est cette petite zone qu'il y a entourée en rouge, qui en fait est un centre qui régule les émotions, mais pas un centre qui régule les émotions tout seul. Il est interconnecté avec d'autres centres. Par exemple, vous voyez, il y a des relations directes entre l'amygdale et le tronc cérébral, qui est le siège notamment de tous les centres qui régulent l'activité de neurohormones, la noradrénaline, la dopamine, l'hormone du plaisir, l'hormone du stress. Et quand vous activez l'amygdale, vous activez les zones du plaisir et les zones du stress. Le stress génère du stress, mais le stress génère aussi du plaisir, qui est une des bases neuroanatomiques pour expliquer ces cercles vicieux. Quand on est stressé, on mange. Quand on est stressé, on fait des choses où on a des comportements addictifs. Et puis l'amygdale a des effets sur d'autres structures, sur des structures plus corticales, c'est-à-dire quand l'amygdale est très active, eh bien on perd sa capacité de se concentrer correctement, on perd sa capacité à être attentif à des choses qu'il y a autour de soi. Et puis enfin, l'amygdale, quand elle est activée, elle entraîne ce qu'on appelle une levée d'inhibition. Vous savez, vous voyez ça parfois chez des patients en neurologie, une levée d'inhibition motrice, les gens font un petit peu n'importe quoi. Et donc, quand l'amygdale s'emballe, eh bien en fait, il y a un pilote automatique qui s'enclenche, on ne contrôle plus rien, on redevient primitif. En fait, l'amygdale est au centre de notre cerveau primitif. Et le risque cardiovasculaire se majore. On ne contrôle plus ses émotions, on mange, on recherche du plaisir, on allume la télé sans faire attention. Et vous voyez tout de suite que cette zone très particulière du cerveau a un impact majeur dans la genèse de nos comportements atypiques et pourrait expliquer la survenue des facteurs de risque cardiovasculaire. Mais vous allez me dire, bon, mais ça c'est pas mal, mais bon, c'est de l'anatomie, de la neuroanatomie. Mais il y a eu dans le Lancet l'an dernier un travail fantastique. Les chercheurs ont décidé de regarder ou d'évaluer et de quantifier l'activité de cette zone qui est l'amygdale en utilisant une technique d'imagerie que vous connaissez qui est de l'IRM fonctionnel. Autrement dit, c'est une technique d'imagerie à laquelle on va coupler des marqueurs qui vont vous permettre de vous renseigner sur l'activité d'une zone particulière, ici l'amygdale. Ils ont pris 300 sujets, sans maladie apparemment, pas de maladie cardiovasculaire, pas de cancer. Ils les ont passés dans cette IRM et ils ont regardé parmi ces sujets, ceux qui avaient ou non une activité importante au repos de cette zone qui est la zone qui contrôle nos émotions, qui est l'amygdale. Et vous avez ici les deux images caricaturales, l'une à gauche où il n'y a pas d'activation de l'amygdale et l'autre où il y a une activation de cette amygdale. Et lorsqu'on suit ces patients pendant 6 ans, eh bien ceux de patients qui ont une activité amygdalienne de repos très élevée ou élevée ont une augmentation d'un facteur 4 du risque de faire un événement cardiovasculaire ou de mourir d'une maladie cardiovasculaire. C'est la première étude
qui démontre de manière assez simple qu'il y a une association entre cette activité de l'amygdale et la survenue de risques d'événements. Il y avait une corrélation très forte. Plus les facteurs de risque qui apparaissaient au cours du temps étaient importants, plus cette relation entre activité de l'amygdale et survenue d'événements cardiovasculaires était importante. Et la deuxième chose qu'ils ont faite, qui est fascinante, c'est qu'ils ont non seulement regardé l'activité de l'amygdale, mais ils ont aussi regardé l'activité de deux autres territoires. Le territoire artériel, pour voir s'il y avait une inflammation au niveau de l'artère, et la moelle osseuse, puisque vous savez que la moelle osseuse, c'est un réservoir qui est capable de libérer un grand nombre d'hormones, de cytokines pro-inflammatoires, et il montre de manière très élégante que ceux des patients qui ont une augmentation de l'activité au niveau de l'amygdale sont aussi ceux qui ont une inflammation artérielle et qui ont une activité accrue au niveau de la moelle osseuse. Et il propose un schéma qui est que le stress, en activant cette zone particulière, génère des modifications neuronale. Je vous ai dit, il y a une interaction entre l'amygdale et d'autres centres nerveux, activation du système sympathique, retrait du système vagal, mais aussi hormonale, aussi inflammatoire. Et ça, c'est peut-être une explication physiopathologique forte entre le lien qu'il y a entre la gestion du stress, l'amygdale, la survenue de modifications systémiques et les complications en termes de facteurs de risque cardiovasculaire, mais surtout dans cette étude, complications en termes d'événements. Et donc, c'est là où la méditation prend tout son sens, parce que comment on va titiller l'amygdale et éventuellement agir sur l'amygdale, pas avec des médicaments, pas avec de la chirurgie, mais peut-être avec des stratégies qui visent à réduire ou à moduler l'activité de cette zone particulière qui est l'amygdale, et la méditation fait partie de ces stratégies. Et vous avez dans la littérature ce travail fascinant. Donc c'est des revues, vous voyez, qu'on n'a pas l'habitude de lire. Social Neuroscience, c'est pas le Lancet, c'est pas Circulation, c'est des revues un petit peu différentes, mais où vous avez cette étude très intéressante avec un nombre relativement faible de sujets, une vingtaine auxquels on a proposé de participer à un programme de méditation et une autre vingtaine de sujets auxquels on a proposé de participer à l'étude, mais de faire de la relaxation. Et je vous rappellerai ce que c'est que la différence entre relaxation et méditation. Et vous voyez que ces sujets, au bout de quelques semaines de méditation, ont une réduction très significative de leur activité amygdalienne. Donc, c'est la première démonstration, toujours avec les mêmes outils d'IRM fonctionnels, qu'en agissant avec une pratique régulière, vous avez la capacité de moduler l'activité de cette zone de l'émotion qui est l'amygdale. Alors, deuxième partie, c'est quoi la méditation ? La méditation, ce n'est pas de la relaxation. Ce n'est pas un truc zen, calme, cool. Non, la méditation, c'est douloureux, c'est difficile, parce que c'est un exercice d'attention cérébrale. Et en fait, c'est un exercice de concentration, ce n'est pas quelque chose de facile. Et souvent, il y a un amalgame qui est fait. On dit oui, la méditation, on voit ces images des inconnus qui font Om, on voit des images un peu ésotériques. Non, ce n'est pas ça la méditation. C'est pas non plus le moment de faire dodo. Je sais que vous avez une nuit compliquée hier, mais quand on médite, on ne fait pas dodo parce que c'est un exercice d'attention. Donc vous êtes obligé d'être vigilant et d'être dans un état de perception. Ce n'est pas quelque chose d'ésotérique. J'essaie de vous le montrer. Je n'ai pas le temps, mais il y a énormément de littérature et de travaux scientifiques. Et ce n'est pas un traitement. Parce que dans le titre, c'est méditation, un traitement pour les maladies cardiovasculaires. Non, ce n'est pas un traitement, c'est, je le rappelle souvent, une méthode complémentaire, mais pas une méthode alternative. C'est quelque chose que vous pouvez proposer en plus du traitement quand même validé pour la prise en charge des affections cardiovasculaires. Donc la méditation, on dit la méditation, mais en fait il y a plusieurs types de méditation, selon les origines, selon les pratiques, selon la manière de l'organiser, selon la manière dont la personne qui vous aide, on parle de méditation guidée, vous aide à pratiquer cette méditation est organisée. Il y a un grand nombre de méditations. En général, il y a plusieurs courants, mais c'est d'inspiration spirituelle. Quelle que soit la religion, vous retrouvez dans l'ensemble des religions à travers le monde des pratiques qui étaient peut-être des pratiques spirituelles ou religieuses, mais en fait qui sont des pratiques, lorsque vous les formatez, des pratiques de méditation. Et la grande révolution, pourquoi aujourd'hui on parle tellement de méditation, c'est que dans les années 70, des chercheurs, notamment un chercheur très particulier de Boston, a transformé ces pratiques méditatives spirituelles en pratiques méditatives laïques, d'accord ? Autrement dit, où il y a une dissociation complète entre cette pratique, et je vous l'ai dit, une sorte d'entraînement cérébral, et la connotation religieuse ou spirituelle qu'il pouvait avoir. Et c'est en faisant cela que la méditation a vraiment pris son essor. Il s'agissait d'un homme qui s'appelait John Kabat-Zinn, vous verrez, il a écrit plein de bouquins. Il a monté au départ un centre de méditation à Boston, tout près de Harvard. Au début, il a été pris un peu pour un hurluberlu, les gens ne comprenaient pas trop ce qu'il faisait, et sa stratégie, c'était de proposer cela pour la gestion du stress, mais dans des maladies plutôt psychiatriques, dépression, anxiété, même chez des patients bipolaires. Il avait orienté cela, des anciens de la guerre qui revenaient, qui étaient en stress post-traumatique. Il a commencé à appliquer, à utiliser ces méthodes, et puis il a développé un programme, il a validé un programme. Il est aujourd'hui auteur de plus de 1000 publications. Et ensuite, bien sûr, il y a eu un relais qui a été pris dans d'autres parties du monde. Donc c'est vraiment quelque chose, une technique, on va dire, qui a été développée, validée et promue depuis une trentaine d'années. Donc,
Parmi toutes les techniques de méditation, celle, je pense, qui est la plus facilement accessible, ou en tout cas celle dont on parle le plus, c'est mindfulness. Donc c'est une technique parmi les autres. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est pas la méditation, mais il y a des méditations, et je vais vous parler plutôt de mindfulness. Donc mindfulness, c'est quoi en fait? C'est une façon active de changer sa perception, son attention à ce qui se passe autour de vous. D'où le terme de mindfulness, c'est-à-dire une prise de conscience de ce qui se passe autour de vous. Je trouve que la transformation des termes de l'anglais au français rend les choses complexes et parfois avec une interprétation fallacieuse. On parle de pleine conscience, mais tout de suite en France, vous parlez de conscience, on passe à Descartes, on passe à des trucs compliqués. C'est comme règle d'hygiène de vie, ça ne veut plus dire, on ne parle plus d'hygiène en France depuis 50 ans. Donc la transformation des mots a un impact parfois dans la perception des stratégies. C'est pour ça que j'ai gardé les diapositives en anglais, parce que je pense que l'anglais parle mieux que le français pour expliquer ce que c'est le mindfulness. Donc, c'est vraiment essayer de changer la manière dont le cerveau voit le monde. En fait, comment le cerveau voit le monde? En fait, ça repose sur 6 facteurs. Il y a l'intégration des sens, et l'intégration des sens, c'est l'attention que vous portez aux sens, d'accord, les sensations, la façon dont ces sens vont interagir au niveau central, c'est la fameuse amygdale et l'interaction avec les autres réseaux neuronaux, mais il y a aussi une stratégie à adopter lorsque vous percevez quelque chose et quand vous méditez ou quand vous voulez faire de la mindfulness, c'est vous détacher, c'est-à-dire déconnecter ce que vous percevez de ce que cela engendre comme émotion. Et vous comprenez où je veux en venir. C'est bien une stratégie qui va vous permettre de déconnecter ce que vous voyez, ce que vous ressentez, ce que votre corps ressent de ce que vous allez faire. C'est différencier l'action et la réaction. C'est ça en fait mindfulness. Et puis, dans un deuxième temps, vous allez, en vous servant de ces perceptions, en vous servant de cette intégration, en vous servant de cette intention, bâtir quelque chose qui va vous permettre de réguler vos émotions. Et cette boucle, elle est très vertueuse parce que quand vous changez de comportement, quand vous changez votre façon d'être et de vous comporter, ça a un effet vertueux sur les gens autour de vous. Il y a eu pas mal d'études qui ont été faites entre méditation et compassion. Et c'est très fascinant, c'est des études de sociologie très intéressantes. Vous soumettez des groupes différents à des techniques de méditation et puis ensuite vous les exposez dans la vraie vie à des situations, des sortes de caméras cachées. Ils ne savent pas qu'ils vont être exposés à des situations bizarres, un homme qui tombe au milieu de la route, quelqu'un qui se blesse, et on regarde comment les gens se comportent. Il y a vraiment une action, une réaction et une attitude à la compassion qui est complètement changée lorsqu'on médite. Mais je pense que ça fait sens, quand on est médecin, de s'intéresser à la méditation, parce que je crois que quand on est médecin, on médite sans le savoir, comme le bourgeois gentilhomme. Et enfin, encore une fois, je reviens à la science dure, c'est qu'on sait que la méditation par elle-même génère des réorganisations neuronales. C'est ça qui est fantastique. On peut encore, même quand on est un adulte, même quand on a 50 ans, 60 ans, 70 ans, il y a une véritable plasticité neuronale qui est sensible à ces exercices d'attention et d'activité cérébrale. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité dirigée. Et je reprends mes tableaux d'IRM fonctionnel. Donc ici, comment ça s'interprète de manière très simple? Quand vous avez un point bleu, ça veut dire qu'il y a une diminution d'activité. Quand vous avez un point rouge ou jaune, ça veut dire qu'il y a une augmentation d'activité. D'accord? Et quand on parle d'augmentation d'activité, ça veut dire qu'il y a une augmentation du débit sanguin au niveau d'une zone et parfois même un épaississement de la densité tissulaire au niveau de cette zone. Autrement dit, cette zone, elle travaille. En fait. De la même manière qu'un muscle s'hypertrophie, un cerveau s'épaissit. Et quand on regarde, ici, vous avez à gauche les images de cerveau de méditants, donc des gens qui pratiquent la méditation de manière régulière, et à droite, vous avez des petites figures où en gris clair, vous avez l'activité de cette zone chez quelqu'un qui est non méditant, contrôle, et en noir, l'activité du méditant. Et ce que l'on voit, si on redémarre avec l'amygdale, le fameux cerveau primitif, eh bien en fait, le cerveau primitif d'un méditant, il est bleu. Autrement dit, il y a une diminution de l'activité, c'est quelqu'un qui a la capacité de réguler ses émotions de manière basale, et vous le voyez sur les graphiques, la barre noire est beaucoup plus basse que la barre grise, c'est-à-dire que l'activité de l'amygdale de quelqu'un qui médite est beaucoup plus basse, elle est réduite par rapport à l'activité du contrôle. Mais si on s'intéresse à d'autres parties du cerveau, par exemple le cerveau qui est responsable de la fonction mémoire, c'est une zone qui est particulièrement activée lorsque vous pratiquez la méditation de manière régulière. Le cerveau responsable de la stabilité émotionnelle, ce n'est pas l'amygdale, c'est une autre zone un peu particulière qui est l'insula. Là aussi, vous avez une activation chez les méditants. Et enfin, le cerveau qui est responsable des constructions complexes, notamment de l'acquisition du langage, de la reproduction de textes, est lui également activé. Et ça, c'est fascinant quand vous prenez des méditants qui méditent depuis très longtemps. Et le plus connu d'entre eux, c'est peut-être le moine Mathieu Ricard, qui a des heures et des heures de vol, 40, 50 000 heures de vol de méditation, et qui passe à l'IRM, il a des activations impressionnantes. Et vous pouvez activer ces ondes en mettant quelqu'un dans l'IRM fonctionnel et en le faisant méditer dans l'IRM, c'est un peu compliqué, ou vous pouvez évaluer l'activité basale chez des gens qui méditent énormément. Et je vous l'ai dit, il y a aussi eu ces études qui montrent que ces activités de méditation non seulement ont un effet sur le corps, je vous le détaillerai, mais aussi un effet sur votre entourage et ce qu'on appelle les effets prosociaux ou les effets compassionnels.
Donc, mindfulness, en fait, ça repose sur 3 actions. Agir sur sa pensée. D'accord ? Donc, pour méditer, vous n'êtes pas obligé de vous asseoir et de vous poser, mais c'est d'agir et d'avoir une sorte d'action active sur votre pensée. Par exemple, au milieu d'une consultation, vous vous arrêtez 1 minute, ce qu'on appelle le stop, et vous essayez juste de vous poser la question, bon mais voilà, j'en suis où là, comment je me sens, comment est ma journée, comment ça va s'enchaîner. Mais vous vous arrêtez 1 minute, d'accord ? Ou acceptez parfois, quand vous ressentez une sensation désagréable, de ne pas la neutraliser, de ne pas y porter attention, mais de porter attention à cette sensation désagréable. Là, vous êtes peut-être un peu fatigué, vous avez faim, vous êtes fait mal, et vivre avec cette sensation et accepter cette sensation. Ce n'est pas de la pensée judéo-chrétienne, on accepte le mal, mais c'est de se dire je suis conscient de ce que je le ressens. Donc c'est reconnecter vos sensations avec une pensée active et votre corps. Et puis, in fine, quand vous faites cela, quand vous prenez conscience d'un certain nombre de choses et quand vous agissez sur votre pensée mentale, on sait que c'est une stratégie qui a démontré des effets très intéressants dans la gestion de la douleur chronique et c'est quelque chose qui est utilisé parfois pour des patients qui souffrent de douleur chronique. Deuxièmement, agir sur sa pensée, agir sur ses émotions. Comment on agit sur ses émotions ? En se connectant à ses émotions. Et c'est peut-être ça qui explique pourquoi la société occidentale s'est emparée de ces stratégies de méditation. C'est parce qu'elle reconnecte l'individu avec ce qu'il ressent. On est dans une société où on n'a pas le droit de pleurer, on n'a pas le droit d'être en colère, on n'a pas le droit de montrer qu'on est faible. Et en fait, dans notre vie quotidienne, on essaie toujours de s'affranchir de ce que l'on ressent, pour soi et pour les autres. Eh bien, quand vous faites cette parenthèse de méditation, vous vous libérez, vous dites, je vais voir ce que je ressens. Et je vais essayer d'être conscient de ce que je ressens maintenant. D'accord ? Et ça vous aide un peu à développer cette relation, toujours pareil, entre ce que vous percevez, ce que vous intégrez et ce que votre corps ressent. Et troisièmement, les sensations. Bon, en fait, des sensations corporelles, on en a plein. C'est très intéressant quand vous commencez à méditer de faire les associations entre quand je suis en colère, qu'est-ce que je ressens ? Ah, ça me fait un truc au ventre. Et puis ensuite, vous apprenez, quand vous ressentez un truc au ventre, vous dites, c'est bizarre, je vais peut-être être en colère ou je suis peut-être en colère et je ne le montre pas. Et c'est très intéressant d'apprendre. Les as de la méditation, ce sont les enfants. En fait, les enfants sont des méditants en puissance. Quand ils jouent, ils jouent. Il ne faut rien d'autre. Vous pouvez parler, faire du bruit autour d'eux. Quand ils ont mal quelque part, ils vous le disent. Vous dites, j'ai mal au ventre. Ils ont souvent mal au ventre parce qu'ils ne savent pas justement dissocier par où les sensations corporelles peuvent arriver. Ils ont tendance à centraliser leur douleur ou leur gêne souvent autour du ventre. Mais l'enfant est l'exemple caricatural de ce qu'un méditant devrait être, c'est-à-dire profiter du moment, faire un truc à fond et être conscient de ce qui se passe. Et quand vous vous intéressez aux sensations, il y a plusieurs sensations corporelles, mais quand on fait du mindfulness, en fait, la meilleure façon de se connecter à son corps, c'est de se connecter à sa respiration, et je vous montrerai comment tout à l'heure. Bon, il y a des grandes émotions que vous connaissez, il y a des émotions secondaires, mais l'idée, c'est vraiment d'être dans une stature où vous ne jugez pas. Bon, je suis en colère, c'est pas pourquoi je suis en colère, qu'est-ce que je dois faire. Non, c'est juste, ok, je suis en colère, j'accepte, j'analyse, puis on verra après pourquoi. Et si je reviens à la première partie de mon topo, c'est-à-dire toujours cette quête de la relation entre stress, maladie cardiovasculaire, mais quand vous êtes stressé, quelle que soit la situation, vous allez louper votre vol ce soir, vous avez mal mangé hier, vous avez peu dormi, eh bien, oui, je sens que vous avez une pensée là qui est en train de se construire, ça génère des émotions et ça génère des sensations corporelles, mais je vous ai remis en bas les mécanismes physiopathologiques. Ça part de la moelle osseuse, ça part du cerveau, ça part des hormones, ça part du système nerveux autonome, ça part de l'inflammation. Et donc, l'idée, c'est en utilisant ces techniques de mindfulness, qui est une technique de méditation, on peut, face à une situation donnée, en s'appuyant sur cette triade, agir sur sa pensée, agir sur ses émotions, agir sur ses sensations corporelles, essayer de réduire cette situation. Donc, je vous propose de méditer. Alors, ne te stresse pas, Ben, je sens que tu as tes pensées, tes émotions qui flambent, mais on ne va pas prendre de retard. Et donc, je vais vous demander, si vous le souhaitez, de participer à un petit exercice très simple, au cours duquel, en fait, je vais vous demander de peut-être changer votre posture, donc vous asseoir le plus confortablement possible, mais peut-être en décalant votre dos, en vous tenant droit. Vous allez, si vous le souhaitez, si vous le voulez bien, fermer les yeux, poser vos mains le long de vos cuisses et peut-être avec la paume vers le haut. C'est la posture en général traditionnelle qu'on utilise. Et je vais dans un premier temps juste vous inviter à ressentir votre corps et surtout peut-être à relâcher un petit peu vos épaules et redresser légèrement votre tête comme s'il y avait un fil
qui tirez votre tête vers le haut pour avoir la posture la plus droite possible, qui est une sorte d'axe entre la tête, votre colonne vertébrale et le bassin, et puis que vous ayez une assise vraiment confortable, que vous sentiez bien vos pieds posés à même le sol, vos mains, vous sentez que vos mains sont bien posées sur vos cuisses, et puis, si vous êtes d'accord, je vais juste vous inviter à respirer le plus tranquillement possible, le plus naturellement possible. Et si vous le pouvez, d'inspirer par le nez et d'expirer lentement, et vous allez trouver votre rythme respiratoire de façon tout à fait naturelle. Et je vais vous demander juste de porter votre attention sur cet air un peu froid qui rentre, qui passe à travers vos narines, qui se réchauffe, qui va un peu partout, qui descend dans les poumons, et qui ressort. Et je vais aussi vous demander de porter une attention particulière à cet air chaud qui ressort, et juste d'observer votre respiration. De porter une attention à ce souffle qui rentre, ce souffle d'air. Vous êtes arrêté juste pour porter une attention à la façon dont on respire et dont on expire. Parfois l'esprit divague, parfois l'esprit s'envole, et je ne vous demande pas de contrôler vos pensées, mais juste de ramener vos pensées à la respiration. À chaque fois que votre esprit part, rapportez-le, ramenez-le à cette notion de respiration. Regardez comment cet air circule, traverse votre nez, votre arrière-gorge, il descend dans les bronches, tout au bout jusqu'aux alvéoles. Il remonte pour ressortir. Vous vous rendez compte, vous portez une attention particulière à l'expiration. Et essayez d'imaginer comment cet air circule à travers tout votre corps, comment il alimente les vaisseaux. Et je vais vous demander aussi de porter une attention à votre assise, de redétendre un petit peu vos épaules, de redresser votre tête et de vous focaliser toujours sur cette respiration, sur cette inspiration et sur cette expiration. Quand l'esprit divague, quand l'esprit vagabonde, c'est normal. Vous le ramenez à votre respiration. Et on ne s'endort pas. Et on porte une attention à sa respiration. Et lentement, vous allez pouvoir ouvrir les yeux et revenir en pleine conscience ou avec votre attention maximale à ma présentation. Merci pour l'exercice. Donc la méditation, c'est facile. 3 minutes, 5 minutes par jour pour vous exercer. Et vous verrez, je vous donnerai quelques références. C'est compliqué parce qu'on est beaucoup, on est nombreux. Le moment s'y prête pas, mais vraiment je vous invite, et c'est peut-être pour vous montrer que c'est quelque chose de relativement facile.
Et c'est ce qu'on appelle la méditation guidée, parce que vous l'utilisez avec l'aide de quelqu'un qui vous accompagne, mais vous pouvez télécharger des applications sur Internet, acheter des CD, où là, on va porter une attention particulière à cet exercice respiratoire. Donc en fait, l'idée de ces techniques de méditation, c'est d'augmenter votre perception du moment. Et quand vous respirez, on vous invite à porter votre attention sur la respiration, à être totalement en phase et de manière très attentive, de manière très concentrée à ce que vous êtes en train de faire. Et la plupart des travaux, notamment des travaux de neuroimagerie, des travaux qui ont été faits avec des psychologues, montrent que chez les enfants, chez l'adulte, ces exercices, qui sont des exercices d'entraînement cérébral, je vous le dis, ce n'est pas de la relaxation, on ne vous demande pas de vous endormir, de vous coucher, de vous relaxer, on vous demande de faire un travail cérébral. Ce travail cérébral, on sait qu'il a été associé à des améliorations des capacités cognitives, concentration, mémorisation, mais aussi de réduire bien sûr le stress et de vous mettre dans un état quand même de bien-être et de bienveillance. Donc la plupart de la littérature dans le domaine c'est focalisé sur les effets du mindfulness sur le cerveau, et je ne vais pas détailler cela, puisque moi, la troisième et dernière partie de mon topo, c'est mindfulness et système cardiovasculaire. Et donc, vous avez dans la littérature pas mal d'expériences qui ont été faites avec des techniques de méditation différentes. Ce n'est pas toujours la méditation de type mindfulness. Vous avez, je vous l'ai dit, plein de stratégies de méditation. Mais par exemple, dans cette méta-analyse qui regroupe plus de 12 essais randomisés, où la technique n'est pas ici mindfulness, mais la méditation transcendantale, une autre forme de méditation, donc à peu près 1000 sujets hyper tendus, noirs américains, qui ont été randomisés en 2 stratégies. Un effet mineur, d'accord, vous le voyez ici, sur la réduction de la pression artérielle, 4 mm pour la systolique, 2 mm pour la diastolique, mais ce n'est pas un médicament, tout le monde peut le faire, ça ne coûte pas d'argent, c'est toujours bon à prendre. Deuxième étude que je trouve fascinante, on a demandé à une centaine de femmes en fait, de recevoir une perfusion d'un tachycardisant, l'isoprotérenol. On a suivi la fréquence cardiaque et en cours de perfusion, on a demandé à ces femmes, celles qui le souhaitaient, de démarrer un exercice de méditation. Et vous voyez que les femmes qui ont commencé à méditer, très rapidement, au bout de quelques minutes, voient leur fréquence cardiaque diminuer d'à peu près une dizaine de battements par minute, alors que celles qui ne méditent pas continuent à avoir une augmentation de la fréquence cardiaque, puisque c'était une étude dose-réponse où on augmentait graduellement les doses d'isoprotérenol et on observe effectivement un contrôle partiel de l'augmentation de la fréquence cardiaque par ces exercices de méditation. En prévention primaire, autrement dit, on prend des gens qui ont des facteurs de risque. Cette étude qui a été fortement discutée parce qu'elle en fait, elle s'intéressait non pas aux effets de la méditation sur des critères intermédiaires, mais sur de la mortalité et sur des événements. Donc c'était un suivi relativement long, mais vous voyez déjà où je vais en venir, tous les biais de ces études. Petite cohorte, pas de bras contrôle, absence de randomisation, sélection des sujets difficiles, mais en tout cas des études qui apportent des signaux. Et dans cette étude, par exemple, une augmentation de l'espérance de vie, mais ça ne veut rien dire sur 73 sujets, mais en tout cas c'est vendu comme ça, un effet sur l'espérance de vie ou sur la survie majoré dans le groupe qui a été méditant par rapport au groupe contrôle. Et idem, en prévention secondaire, encore une fois des études de physiopathologie très intéressantes. On prend des coronariens qu'on fait méditer pendant quelques mois et on évalue par exemple l'impact de la méditation sur la durée de l'exercice, sur l'amplitude du sous-décalage du segment ST, mais aussi sur la réduction de la fraction d'éjection, et toujours des signaux positifs, soit lorsque la maladie coronarienne est stable, soit lorsque la maladie coronarienne est récente. Et donc c'est peut-être la plus grande étude faite en prévention secondaire avec ces stratégies, 200 patients qui ont une maladie coronarienne documentée, qui sont randomisés, prise en charge traditionnelle avec un peu d'informations autour de la santé et stratégie de méditation suivie de 5 ans avec un critère composite de morbimortalité. Vous voyez, ça ressemble quand même à un essai que l'on fait comme on fait avec des médicaments, avec une réduction du critère principal qui est très significatif de près de 50%. Mais avec bien sûr tous des biais de ce type d'études, il y avait 2 phases. Vous ne pouvez pas vous assurer de qui est compliant ou ne pas compliant à la méditation. Les gens auxquels vous demandez de ne pas méditer commencent à méditer. Ceux qui étaient censés méditer arrêtent de méditer. Ils confondent méditation et relaxation. Vous voyez toutes les limites. Donc ça, c'est les limites de ces études. Les limites de ces études, c'est que finalement, les études de méditation, ou si on veut démontrer l'intérêt de la méditation, il ne faut pas faire comme avec les médicaments ou les devices, parce que, en fait, celui qui vous fait faire la méditation a un effet placebo majeur.
il y a un effet de la personne qui organise la méditation, la technique de méditation, l'adhésion à la méditation, l'ancienneté de la méditation. Et donc, il y a vraiment un grand nombre de biais qui nécessitent finalement une nouvelle méthodologie pour qualifier et quantifier l'efficacité de ce type d'approche. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a un an, l'American Heart Association a fait un scientific statement citant la méditation comme une stratégie pour aider les patients à gérer leur risque cardiovasculaire, que ce soit en prévention primaire ou en prévention secondaire. Donc, en conclusion, ce que j'avais envie de partager avec vous, c'est d'abord que la méditation, si on a choisi ce sujet aujourd'hui, ce n'est pas un truc ésotérique, c'est parce que ça rentre dans les stratégies qui peuvent peut-être vous aider à lutter contre ce lien qu'il y a entre stress et maladies cardiovasculaires. Et parmi ces stratégies dites de méditation, une dont on a parlé aujourd'hui, qui est mindfulness, et j'insiste là-dessus, mindfulness est une thérapie complémentaire, mais pas une thérapie bien sûr alternative. Elle doit trouver sa place. Il faut encore du temps pour convaincre, mais je crois que de toute façon, ce n'est pas avec des études classiques qu'on arrivera à convaincre la société des bienfaits de la méditation, parce qu'il y a trop de biais qu'on ne peut pas contrôler. Mais peut-être en couplant les données d'imagerie fonctionnelle ou des critères peut-être plus durs, on arrivera à convaincre la communauté du bienfait. En tout cas, nos patients adorent, et il faut les inviter à pratiquer ce type d'exercice, parce qu'en fait, il n'y a pas de risque. Et comme dit ce proverbe marocain, un homme pressé est déjà mort. Donc si vous pouvez ralentir la vie d'un homme, c'est peut-être lui éviter la mort. Je vous remercie de m'avoir écouté en pleine conscience, parce que vous avez fait de la méditation sans le savoir en m'écoutant, et vous en avez fait particulièrement durant cet exercice. Je vous invite à peut-être vous lancer dans la pratique de la mindfulness, et peut-être qu'avec un peu de chance ou avec un peu de rigueur, l'année prochaine, vous me raconterez vos expériences. Donc je vous invite à expérimenter votre dimanche en pleine conscience. Il y a pas mal de littérature, j'ai sélectionné quelques bouquins. J'aime bien celui-là, parce que si vous voulez méditer avec vos enfants, calme et attentif comme une grenouille, un très très bon livre pour méditer en famille. Et puis vous avez des CD, Christophe André qui est très connu, Mathieu Ricard. Merci pour votre attention.